Rapidement, pourquoi est-ce que j'ai accepté spontanément, personne ne m'a forcé, de franchir ce cap? Vous pourrez au moins m'accorder que je n'ai pas grand-chose à y gagner. Compte tenu de ce qu'était ma vie avant, j'ai plutôt beaucoup de choses à perdre. Mais si je le fais, c'est parce qu'il faut à un moment être cohérent entre les inquiétudes qu'on exprime et l'engagement qu'on y met en face. Soit on est simplement dans la posture de l'inquiétude, soit effectivement, si on est effectivement inquiet pour l'avenir de nos enfants, parce que c'est probablement pour ça qu'on est là aujourd'hui, il y a un moment ou un autre, il faut peut-être donner un peu plus. Et moi, je considère que nous avons face à nous, et probablement qu'on n'est pas très nombreux, ici on l'est forcément, mais à l'extérieur du mouvement écologiste, à avoir cette grille de lecture des priorités de demain, on a face à nous deux contraintes. Ce n'est pas un mot que j'emploierai publiquement, mais c'est un mot pour moi qui est important, majeur, qui doivent, de mon point de vue, conditionner toutes les politiques, tous les investissements, toute la recherche, toute l'économie de demain. La première contrainte, pour faire très court, c'est ce que je pourrais appeler soit la contrainte sociale, soit la contrainte des inégalités. C'est qu'il vous a échappé, enfin il n'a échappé à personne, que, y compris dans l'Hexagone, mais a fortiori dans l'ensemble de la planète, l'éventail des inégalités ne cesse de se creuser. On est ou de plus en plus pauvre, ou de plus en plus riche. Alors vous pouvez m'opposer, d'ailleurs certains s'en privent pas, ben oui, mais enfin quoi de neuf? Ces inégalités ont toujours existé. Elles ont toujours existé, il y a deux petites différences fondamentales. Premièrement, d'abord, elles sont de plus en plus marquantes. Mais deuxièmement, et ça c'est pour moi un élément presque fondateur dans mon engagement, c'est qu'il y a un paramètre qui a changé et dont on ne prend pas assez en compte la conséquence. C'est que maintenant on est dans un monde qui est relié, dans un monde qui est connecté, dans un monde où on communique et où ces inégalités se voient, elles s'exposent, elles créent une forme d'indécence. Et comme le dit encore une fois mon ami Patrick Vivray, vous ajoutez à l'inégalité ou vous ajoutez à l'exclusion un élément qui est explosif, qui est l'humiliation. Et ça, c'est pour moi essentiel. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, on est condamné, et j'allais dire même pas sur un plan moral, parce que la morale, chacun en fait ce qu'il veut, à traiter ces inégalités, parce que vous ne pouvez pas condamner ceux qui sont exclus ou ceux qui sont traités d'une manière inéquitable à une double peine. C'est premièrement, maintenant ils le savent, et deuxièmement, leur demander, s'il vous plaît, ne réagissez pas. Et ça, c'est évidemment ignorer la nature humaine, d'ailleurs c'est ignorer même l'histoire actuelle, c'est que cette connexion, cette exposition des inégalités de traitement crée une soif irrésistible de traitement équitable. Équité dans la démocratie, c'est la révolution arabe. Équité dans le traitement économique, et équité dans les chances que l'on a. J'étais évidemment tout à l'heure dans les quartiers que vous connaissez de Marseille. Et bien, selon qu'on est dans tel quartier ou dans tel quartier, on n'a pas les mêmes chances de succès dans la vie. Et les mêmes chances de succès dans l'éducation, dans l'accès au travail. Et cette aspiration à l'équité dans tous les domaines, elle est irrésistible. Donc dès lors qu'elle est irrésistible, vous pourrez toujours dresser des murs, des barrières, des barbelés, elle est partie. Donc il va bien falloir la traduire et l'incarner. Et donc pour incarner ce meilleur partage des richesses, entre autres, ou pour le réaliser, c'est là qu'on vient à ma deuxième contrainte, et c'est probablement celle qui va nous réunir entre autres ce soir, c'est que si on veut mieux partager des richesses, encore faut-il qu'on ait matière à en produire de la richesse. Et c'est là qu'on vient à l'enjeu écologique, c'est que chacun a bien conscience que l'enjeu écologique, c'est aussi la préservation de ce qui est le substrat de la richesse, les matières premières et les ressources naturelles. Et que si en plus on laisse s'ajouter à cela l'emballement des changements climatiques, je ne vois pas comment nos économies, nos démocraties vont pouvoir résister à cela. Et on ajoutera de l'inégalité à l'inégalité, de la souffrance à la souffrance. En ayant pointé du doigt, ou des deux doigts, ces deux objectifs, je dirais que ça doit, voilà, conditionner toutes les politiques de demain. Et simplement, j'ai une conscience aiguë, mais probablement comme vous, que l'enjeu écologique conditionne tous les enjeux de solidarité, les enjeux de solidarité dans l'espace, mais là aussi on a probablement une vision différente des autres, dans le temps. Parce qu'il y a toujours un grand absent dans notre démocratie ou dans notre vision, c'est le futur, mais pas le futur du 22e siècle, le futur quasiment immédiat.
Et c'est bien parce qu'on se distingue dans cette perception des choses, dans cette appréhension de la réalité, dans nos exigences et dans des modalités avec lesquelles on veut traiter tout cela. Parce qu'on sait bien qu'on a une combinaison de crises absolument inédite dans notre histoire. Et que cette combinaison de crises, notamment d'ailleurs la crise de la démocratie, elle ne va pas se régler, se solutionner en encourageant un modèle ou éventuellement en le corrigeant à la marge. Parce qu'on est dans une forme, parfois je dirais, de schizophrénie. On s'étonne qu'en s'entêtant dans un modèle presque avec un acharnement thérapeutique, mais en faisant un petit peu plus, un peu moins, on s'étonne de ne pas avoir des résultats totalement différents. Bon. Ben, je pense que maintenant, on va passer, je dirais, des petits aménagements qu'on a fait, notamment récemment dans notre pays, mais ailleurs, qu'on appelle, je ne sais pas, la croissance verte ou le greenwashing, à une révision du modèle. En ayant beaucoup d'humilité, mais l'humilité n'empêchera pas d'avoir de l'exigence. C'est que le modèle clé en main, qui permet de conjuguer les enjeux historiques, c'est-à-dire sociaux et économiques, avec maintenant la contrainte écologique, qui n'est quand même pas une petite contrainte, et en même temps en essayant de combiner les enjeux du court terme et du long terme, c'est pas faute de lecture ou pas faute d'avoir rencontré des experts, mais pour l'instant, ce modèle clé en main, très sincèrement, je ne l'ai vu nulle part. Donc, il y a un chemin qu'on va construire ensemble, il y a une période de transition pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai une vision assez claire, mais ayons au moins la reconnaissance de dire que probablement ces fragments de modèles existent, qu'il va falloir les agréger, mais que la créativité, il va falloir aussi la mobiliser, parce qu'on est un peu pris de court sur toutes ces contraintes. Voilà. Mais c'est aussi ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que cette campagne, elle peut être exaltante, et je vais très rapidement conclure. Elle est exaltante pour 3 raisons, en tout cas en ce qui me concerne. Elle est exaltante parce que de porter une nouvelle voie, un projet de société, un nouvel imaginaire, collectivement, je trouve ça très exaltant. Elle est exaltante parce que si jamais je suis candidat, un de mes rôles, c'est de donner justement de la reconnaissance à ceux qui incarnent déjà le changement, ou donner de la lisibilité à ceux qui ont anticipé sur la nouvelle donne. Parce qu'il y a des gens qui ne nous ont pas entendus, en tout cas qui ne m'ont pas entendu, notamment chez les économistes, pour anticiper cette nouvelle contrainte. Et ça va être assez intéressant justement de s'ouvrir à cette créativité, de sortir de l'orthodoxie dans tous les domaines. Et puis je dirais, et je finirai là-dessus, je ne me suis pas porté candidat pour cette raison-là, mais il se trouve que c'est une raison et une motivation supplémentaire. À un moment que on observe tous avec beaucoup d'inquiétude, où un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes sont tentés, dans un geste de désespoir ou de colère, de porter leur voix dans un sens qui, franchement, nous effraie. Eh bien, je pense que nous avons une responsabilité, quel que soit le candidat, c'est de transformer cette tentation du désespoir ou cet acte de désespoir dans un chemin d'espoir. Et ça aussi, ça donne sens et ça donne responsabilité dans cette campagne. C'est pour ça qu'au-delà de l'aspect, je l'entends bien, rude d'une campagne, ça on m'a prévenu en boucle combien ça allait être rude, mais c'est aussi assez exaltant, ces 3 missions-là. Et donc vous sentez bien en tout cas que ne doutez pas de mon énergie. Bon, peut-être que de temps en temps elle sera mise en défaut, si toutes les journées ressemblent à celles d'aujourd'hui, mais comme je sais que Pascal Durand a à cœur de me ménager, voilà, non, j'ai beaucoup de motivation. Je pense que les écologistes peuvent participer à créer une alternative. J'en suis certain, à ouvrir une 3e voie. Mais encore faut-il, voilà, qu'à l'instant où il y aura un candidat ou une candidate désignée, eh bien, la lecture que ceux qui ne sont pas encore avec nous auront du mouvement écologiste, c'est une lecture unifiée. Et qu'on entende parler des écologistes pour parler d'écologie, pour parler de social, pour parler d'économie, et pas pour parler d'autre chose. Et c'est pour ça que je dis qu'on a les clés là. Il y a un moment où on n'avait pas les clés, c'est-à-dire que vous aviez raison, mais vous n'étiez pas entendu. Et quand on n'est pas entendu, ben malheureusement, on n'est pas recevable. Mais là, je peux vous dire qu'il y a une réceptivité, et celle-là, on ne doit pas la gâcher. Voilà simplement déjà à ce stade ce que je voulais vous dire.